Jeudi 17 juillet 2014, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette édition sur la télévision Labari. Mais d'abord, les titres. Le coordinateur du ROTAB et directeur général du groupe Labari était dans le locaux de la police judiciaire cet après-midi. Ali Idrissa a été entendu relativement à la déclaration des organisations de la société civile rendue publique ce matin. Le président français François Hollande sera l'hôte des Nigériens demain vendredi dans le cadre d'une visite de travail dans plusieurs pays africains. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture du jeûne à toutes et à tous. Brève interpellation cet après-midi du coordinateur du ROTAB, également directeur général du groupe Labari à la police judiciaire. Ali Idrissa a été interpellé suite à une déclaration rendue publique ce matin par les structures de la société civile nigérienne unies pour sauver le Niger. Le président de la République a fait preuve de dignité, de courage et de sens de patriotisme dans l'application de nos lois et la défense des intérêts supérieurs de la nation et du peuple. C'est la déclaration rendue publique ce matin par les organisations de la société civile unie pour sauver le Niger qui est le motif de l'interpellation du coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à ROTAB et directeur général du groupe Labari. Déclaration dans laquelle les structures de la société civile ont appelé les Nigériens à sortir avec des fanions jaunes couleur de l'uranate pour accueillir le président français François Hollande. Après avoir été entendu par les éléments de la police judiciaire, Ali Idrissa sort des locaux de la police judiciaire très serein et déterminé à continuer le combat. J'étais au bureau quand j'ai trouvé, je raccompagnais des amis qui étaient venus me rendre visite. Quand j'ai rencontré un groupe de policiers qui m'ont demandé de les suivre. Et dit pourquoi, il m'a sorti une convocation disant des réceptions. J'étais surpris d'abord de cette manière. Il ne voulait même pas que je puisse prendre quelque chose. Je n'ai même pas pu prendre des portables, rien. J'ai laissé tout au bureau. Je suis venu me présenter. Et on me pose des questions par rapport à notre déclaration qu'on a rendue publique ce matin avec les organisations de la société civile. Et par un peu les conditions. Je crois que s'il s'agit pour nous de reculer, nous n'allons pas commencer. Ce combat pour que les ressources naturelles du sous-sol nigérien profitent au peuple nigérien, nous sommes plus que déterminés à continuer, à poursuivre ce combat jusqu'à aboutissement. Donc, et nous appelons encore une fois de plus les citoyens nigériens à se mobiliser avec les fanions jaunes pour accueillir le président français François Hollande demain. Depuis l'ouverture des négociations entre le Niger et Areva en début de l'année 2014, les structures de la société civile actives dans le domaine minier ont mené plusieurs manifestations et déclarations pour fustiger l'opacité qui entoure les négociations. Voyons à présent la déclaration qui a conduit l'interpellation du coordinateur du ROTAB, Ali Idrissa. Déclaration dans laquelle les organisations de la société civile nigérienne unies pour sauver le Niger ont appelé les Nigériens à sortir avec des fanions jaunes couleur de l'uranate pour accueillir le président français François Hollande. La déclaration est lue par Mme Soli Ramotou. Nous constatons que malgré la profession de foi des différentes autorités françaises actuelles sur la France-Afrique, la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique n'a pas changé. Bien au contraire, nous assistons à une recolonisation rampante de notre pays à travers le maintien et l'implantation de nouvelles bases militaires sous le fallacieux prétexte sécuritaire tant galvaudé et la lutte contre le terrorisme. Pour preuve, l'opération Serval vient récemment d'être transformée en opération Barkhane pour le Sahel, qui a désormais pour vocation d'intervenir sur tout l'espace sahélo-saharien. Ce qui cache mal la volonté de la France de réoccuper nos pays, de s'accaparer de nos richesses, de nos ressources naturelles et de terroriser nos dirigeants afin qu'ils restent soumis à son bon vouloir. Au regard de tout ce qui précède, nous, dénonçons et condamnons énergiquement cette attitude néocoloniale et hégémonique de la France métropolitaine et envahissante qui n'a pas d'amis et qui n'a que ses intérêts.
2. Exigeons le départ des forces d'occupation de notre pays ainsi que de tout l'espace sahélo-saharien dont le but inavoué de leur présence vise purement et simplement la recolonisation rampante de l'Afrique. 3. Exigeons le respect strict de nos lois par Areva et la France dans les négociations sur le renouvellement des conventions de la Somaïre et de la Cominac, ainsi que la mise en œuvre de la convention Imouraren. 4. Appelons les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, à faire preuve de dignité, de courage et de sens de patriotisme dans l'application de nos lois et la défense des intérêts supérieurs de la nation et du peuple. 5. Et enfin, appelons tous les citoyens nigériens, résidant à Niamey ou de passage, à sortir massivement pour accueillir notre hôte avec les fanions jaunes, symbole de notre rejet de la politique de pillage de nos ressources naturelles et de notre attachement à la protection, à la défense de notre souveraineté et de notre indépendance nationale mise à rude épreuve. Demain, vendredi 18 juillet 2014, le président français François Hollande effectuera une visite de travail de quelques heures au Niger. Une visite qui intervient quelques semaines après la signature de l'accord du partenariat stratégique entre État du Niger et Areva. Plusieurs sujets seront évoqués par le président Issoufou Mahamadou et François Hollande et certainement la question de l'uranium et de la sécurité. Commentaire. La visite du président français François Hollande au Niger intervient 55 jours après la signature d'un accord de partenariat dit stratégique entre l'État du Niger et le géant du nucléaire français Areva le 26 mai dernier à Niamey. L'arrivée donc de Hollande sera mise à profit certainement par le président de la République Issoufou Mahamadou pour évoquer largement cette question de l'exploitation de l'uranium que les Nigériens suivent de près depuis l'ouverture des discussions sur le renouvellement du contrat minier entre Niger et Areva. Un sujet suivi également de près par le cadre des structures de la société civile nigérienne unie pour la défense des intérêts du pays, le ROTAP, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et le collectif Sauvons le Niger qui ne cesse d'édifier les Nigériens sur la signature de l'accord de partenariat stratégique APS qui n'a pas répondu aux attentes du peuple nigérien selon le collectif Sauvons le Niger. Un collectif qui se pose 1001 questions sur le report de l'exploitation de la mine d'Imouraren. Autre chose qui sera abordée par le président Issoufou Mahamadou et son hôte, la question sécuritaire dans la sous-région et au Niger. Le Niger qui a autorisé à la France d'installer une base militaire pendant la crise politico-militaire au Mali. Actuellement en Côte d'Ivoire, le président français François Hollande se rendra successivement au Niger et au Tchad, des pays où la France intervient dans plusieurs domaines. C'est dire que Hollande est en Afrique, c'est pour défendre les intérêts de la France dans les différents pays qu'il aura à visiter d'une part et d'autre part remonter le moral des militaires français qui sont sur plusieurs théâtres d'opérations militaires. En ce qui concerne le Niger, en quoi cette visite de Hollande de quelques heures pourrait être bénéfique pour le pays et les Nigériens au vu du contexte dans lequel interviendra l'arrivée du président français. Un contexte marqué par des contestations populaires du partenariat entre le Niger et Areva que les citoyens jugent de non équilibré. Le disions donc François Hollande est attendu demain à Niamey et le gouverneur de Niamey a saisi l'occasion pour appeler la population de Niamey à une grande mobilisation pour réserver un accueil digne du nom au président français. Le gouverneur Hamidou Garba. Population de Niamey et de ses environs, comme vous le savez, notre pays s'apprête à accueillir, demain plaise à Dieu, vendredi 18 juillet 2014, le président français, son Excellence François Hollande, qui vient à Niamey au Niger pour une visite de travail. À cette occasion, j'invite l'ensemble des populations de la ville de Niamey et de ses environs à réserver un accueil digne de ce nom à notre illustre hôte. Les populations de Niamey seront positionnées
sur l'axe routier allant de l'aéroport de Niamey à la présidence de la République, en passant par le rond-point 6e, rond-point commissariat central, l'Assemblée nationale, la ville de Niamey, le rond-point justice, le rond-point hôpital jusqu'à la présidence. La répartition que le comité d'organisation a eu à faire est la suivante. Pour les populations de l'arrondissement communal 4, ce sera de l'aéroport jusqu'au rond-point 6e, ainsi que les habitants des villages environnants de Niamey. Pour l'axe concernant le rond-point 6e au commissariat central, là seront regroupées les populations de l'arrondissement communal 5 et les colonies étrangères vivant au Niger. De rond-point commissariat central à l'Assemblée nationale et continuer au niveau de la BIA, ce seraient les populations de l'arrondissement communal 3. De la BIA, en passant par le petit marché jusqu'au rond-point justice, ce seraient les populations de l'arrondissement communal Niamey 2. Et du rond-point justice au rond-point hôpital, ce seraient les populations de l'arrondissement communal Niamey 1. J'ose espérer que les populations de notre région démontreront à notre illustre hôte toute sa fierté et sa joie de l'accueillir dans notre ville de Niamey. Et puis ce communiqué du président du conseil de ville de Niamey qui appelle les ONG, les associations féminines, les FADA, les clubs de jeunes, les militants des partis politiques, les organisations de communautés étrangères à prendre part massivement à l'accueil du président français, son Excellence François Hollande, demain vendredi 18 juillet 2014 à partir de 9h30. Des bus sont à la disposition de toutes les organisations dans les différents quartiers pour leur acheminement sur l'itinéraire du cortège officiel. Le maire central de Niamey compte sur le civisme qui caractérise la population de Niamey en pareille circonstance. Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA a, en prélude de la visite du président français François Hollande au Niger, visité ce matin les installations de la station de pompage de la Société des eaux du Niger de Goudel. Le résumé de cette visite avec Michel Djedji et Omar Moussa. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre des actions du REGEA visant à contribuer à l'accès à l'eau potable à toutes les populations nigériennes. Partout où les membres de ce réseau sont passés du décantateur produisant 85 millions de litres d'eau saine par jour jusqu'au laboratoire central d'analyse, en passant par la salle de télégestion où sont coordonnés 24 heures sur 24 le traitement et la surveillance de l'approvisionnement en eau, la délégation a été largement édifiée sur le processus mis en œuvre par la SEN pour assurer en permanence une eau de qualité à tous ses abonnés. Des efforts joyeusement appréciés par le président du REGEA. Il est important que nous informons les populations nigériennes quelle eau elles sont en train de boire. Il est important que nous témoignons de la qualité naturellement de prestation de la Seine. Et aujourd'hui, Dieu merci, on peut rassurer les Nigériens que l'eau que nous consommons, c'est une eau de qualité. Mais l'eau peut être de qualité, mais pour la boisson, elle peut être polluée. Mais je pense que les populations doivent faire un effort pour ne pas polluer l'eau avant la consommation. Donc vraiment, le message particulier que nous sommes en train de transmettre aux populations, nous avons la meilleure eau de la sous-région. Vraiment, les gens vont prendre le temps en tout cas de faire la promotion de bonnes pratiques d'hygiène pour que l'eau là, en tout cas la consommation doit être vraiment de qualité et pour que vraiment nous puissions être en bonne santé. Des performances techniques opérationnelles en continu en faveur du bien-être des populations nigériennes qui, selon le directeur général de la SEN, ont pu s'améliorer grâce à la politique du gouvernement et l'expertise de l'acteur français Veolia, leader international aux côtés de cette nouvelle société depuis 2002. Une société pour qui la visite des deux chefs d'État sur ces installations revêt d'un intérêt particulier. C'est vraiment un signe fort qui est donné par nos présidents de la République du Niger et de la France à l'eau. Alors l'eau, bien entendu, c'est dans le programme de son Excellence Issoufou, dans l'initiative 3N. Le développement de l'accès à l'eau, c'est la priorité numéro 1.
Et pour le président Hollande, c'est également, je pense, la marque de l'intérêt de la France à participer à cet effort de développement et à cet effort de développement de l'accès à l'eau pour tous les Nigériens. Donc c'est une marque extrêmement importante, dont nous sommes évidemment très fiers, mais qui nous montre également toute notre responsabilité. Et je peux vous assurer que l'ensemble des 620 collaborateurs de la Seine sont derrière moi pour faire en sorte que cette marque de confiance soit vraiment visible tous les jours. Pour le REGEA, la visite de Hollande sera par ailleurs une occasion de se rappeler les engagements pris dans le domaine de l'eau et qui attendent d'être honorés afin que cette eau considérée être source de vie soit enfin accessible partout et pour tous. Le syndicat des agents de la régulation SIAR répond au mouvement pour l'émergence du Niger, le MOGEN, qui a révélé certaines informations relatives à la pose de la fibre optique par certains opérateurs du secteur de télécommunications. Le SIAR entend poursuivre le MOGEN pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Un extrait de ce point de presse animé ce matin par le secrétaire général du dit syndicat, Arounéaï. Le syndicat des agents de la régulation, considérant ces accusations comme graves et infondées, tient à apporter les clarifications suivantes pour que les Nigériens soient suffisamment édifiés une fois pour toutes et ne se laissent pas berner par certaines associations qui pêchent par leur ignorance des textes de la République et sans doute par manipulation. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un problème de déploiement d'infrastructures de télécommunications en fibre optique par les opérateurs et de savoir qui doit faire quoi dans ce cadre. Ceci, naturellement, dans un contexte concurrentiel. Il faut d'abord rappeler que la loi au Niger prescrit l'obtention au préalable d'une licence pour établir et exploiter un réseau de télécommunications. Or, la fibre optique est une infrastructure de transmission pouvant faire partie intégrante d'un réseau de télécommunications. Il s'ensuit que tout opérateur détenteur de licence a le droit d'y recourir aux besoins sous respect du décret 2012-527 PRN MCNTI du 6 décembre 2012 déterminant les modalités pratiques d'application des règles et principes du partage d'infrastructures. Pour la RTP, habilité en vertu de l'article 5 du décret sur le partage d'infrastructures à autoriser tout déploiement d'infrastructures, Orange Niger SA peut réaliser l'opération de raccordement de ces sites par fibre optique. En effet, les règles sur le partage ne peuvent être mises en œuvre car, en l'état actuel, l'autorité de régulation constate qu'aucun opérateur ne détient une infrastructure en fibre optique permettant le raccordement des sites d'Orange Niger SA. Au vu de ce qui précède, seule la RTP et nulle autre structure est compétente pour autoriser le déploiement de telles infrastructures. Du non-respect par la RTP de sa tutelle, en l'occurrence le ministère de la Poste, des Télécommunications et de l'Économie numérique, le syndicat des agents de la régulation relève l'ignorance totale du MOGEN de la réglementation sur le secteur des télécommunications et des textes organiques de la RTP, ce qui explique sans aucun doute, la cacophonie, la confusion et l'amalgame de ces références au texte. Harouna Yaye, secrétaire général du syndicat des agents de régulation SIAR, que vous retrouverez d'ailleurs en partie magazine de ce journal. 6 syndicats de travailleurs de la Sonitel et du Salcom réunis au sein d'une convergence des syndicats du secteur des télécommunications étaient cet après-midi en conclave. Une réunion pour examiner la situation qui prévaut dans les deux sociétés ci-dessus énumérées. À l'issue de celle-ci, une déclaration commune a été rendue publique. Sa teneur avec le président de la convergence, El Hadj Djibril. Nous, syndicats membres de la convergence du secteur des télécommunications et membres de l'ITN, faisons la déclaration dont la teneur suit. Au gouvernement, 1. Exigeons la validation du rapport du comité ad hoc relativement à l'option sur la fusion de Sonitel et de Sahelcom. 2. Demandons au gouvernement de continuer à soutenir les efforts d'investissement à réaliser par la Sonitel pour le bonheur du peuple nigérien, car seul opérateur a assuré les ambitions du gouvernement de la 7e République, notamment le relèvement significatif du taux de pénétration de l'Internet à hauteur de 50% en 2015, notifié dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. 3.
Demandons au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour arrêter cette diversion de certains opérateurs sur leur prétention à installer un autre réseau parallèle en fibre optique au Niger. Par conséquent, intimer Orange Niger à retirer les longueurs de fibres optiques posées dans les meilleurs délais dans la communauté urbaine de Niamey. Prenons acte de la décision du Conseil d'État sur l'applicabilité de la taxe de terminaison de trafic, et ce malgré les préjudices causés à l'opérateur national. À l'ARTP, 1. D'arrêter cette fuite en avant en procédant à une lecture et application patriotique des textes réglementaires en vigueur au Niger, car la convergence vous a à l'œil sur toutes vos gesticulations. 2. Au Conseil de régulation, de se ressaisir pour ne plus se laisser divertir et embastillé par le virevoltant du directeur général de l'ARTP. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, vous qui avez avec patriotisme procédé au pose du projet de la fibre optique de la Sonitel à Dosso, tout comme à Kony, de continuer à croire à la Sonitel et Sahelcom et surtout à leur union, de veiller à l'application des textes réglementaires sur le secteur des télécommunications. Vive le Niger, vive l'ITN, vive la convergence, vive la Sonitel et Sahelcom. Éducation dans ce journal. Les résultats définitifs du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2014 sont connus. Sur 93 302 candidats, 24 409 ont été déclarés admis, soit 26,44% de réussite. Un fort taux d'échec, a déclaré la ministre des Enseignements secondaires, et des résultats qui seront analysés en vue d'améliorer les performances selon la ministre dans les années à venir. Le résumé du point de presse avec Asmana China et Sadoudoumi. Ce point de presse de la ministre des Enseignements secondaires en présence de ses proches collaborateurs, des responsables syndicaux et des partenaires de l'école nigérienne a pour but de proclamer les résultats définitifs des examens du brevet d'études du premier cycle session 2014. Il en ressort un fort taux d'échec. La session 2014 du BPC a enregistré 93 787 candidats, dont 42 770 filles. 1485 absences ont été notées. Sur les 93 302 candidats présentés cette année, 7 084 ont été déclarés admis au premier groupe et 17 325 admis à l'issue des épreuves du second groupe, soit un total de 24 409 admis. Le taux global de réussite est de 26,44%, répartis comme suit. 26,13% pour les filles et 28,56% pour les garçons. Les taux de réussite entre les régions varient de 19,67% à 45,38%. La région de Difa enregistrant le meilleur taux. Le taux de réussite des filles est partout inférieur à celui des garçons, exempté encore la région de Difa, qui enregistre un taux de 42,42% pour les filles et 24,22% pour les garçons. Ces résultats consacrent, vous l'aurez compris, un fort taux d'échec. Ceci nous a certes consternés, mais il va de soi que le plus important est de chercher à comprendre la raison. Pour la ministre des Enseignements secondaires, ces résultats qui n'ont pas répondu aux attentes de la communauté éducative sont dus aux profondes lacunes traînées par les élèves depuis de longues années, mais aussi au fait que beaucoup d'enseignants n'ont pas le profil requis. Son département ministériel s'engage à améliorer la situation. D'ores et déjà, des instructions sont données aux services déconcentrés pour une analyse plus fine de ces résultats afin de jeter les bases d'une action vigoureuse
visant l'amélioration de la qualité des apprentissages. L'école est une institution. Par conséquent, elle doit impérativement renouer avec les pratiques, les mœurs et toute l'éthique professionnelle qui ont jusque-là fait sa noblesse et sa beauté. Les règles pour son bon fonctionnement sont connues et nous veillerons à leur application et à leur respect par tous les acteurs sans contrarier les libertés et droits des uns et des autres, tout en plaçant le droit à l'éducation au-dessus de toute autre considération. En tout cas, il est plus que nécessaire d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Niger, pour une jeunesse capable de conduire la destinée de la nation. Plan Niger et CONID Niger récompensé par le Conseil consultatif des enfants pour leur bon partenariat dans la défense des droits des enfants. Une façon pour le Conseil consultatif national des enfants d'encourager ces deux structures à faire davantage en faveur des enfants, comme nous précisent Nafisa Zakou et Halidou Brema. Organisé par le Conseil consultatif national des enfants et jeunes CCNEJ, la présente rencontre avec la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID et Plan Niger vise à renforcer les liens de partenariat entre ces trois structures. Depuis la création, des organisations comme World et Save ont lâché le processus du CCNEJ. Seule la coalition des organisations est-africaines et Plan international qui a appuyé techniquement et financièrement tout le processus de mise en place et même les activités et projets proposés par le CRJ. À travers cette rencontre, le CCNEJ a décerné des témoignages de satisfaction de partenariat à ces deux organisations qui luttent contre les violences faites aux enfants. Les bénéficiaires se réjouissent et réaffirment leur disponibilité à accompagner le CCNEJ. Je voudrais sincèrement remercier le CCNEJ, le CCRJ pour ce geste, en tout cas symbolique, en tout cas magnifier toute cette collaboration qu'il y a eu entre ces structures et Plan Niger. Je voudrais vous dire que pour nous, ça n'a pas nécessité un gros effort particulier. Ça va dans l'ordre normal des choses. Et c'est tout ce que nous savons faire et nous faisons de mieux dans nos interventions. Accompagner les structures, et notamment les structures des jeunes et les structures d'enfants. La noble question de la protection de l'enfant figure au rang des priorités de manière globale et du Plan Niger de manière particulière. Je pense que c'est un honneur également, un immense plaisir pour la coalition, mais également pour l'ensemble des enfants de notre continent. Parce que j'ai l'habitude de le dire, tout ce que nous faisons pour les enfants, sans les enfants et contre les enfants. Et je pense qu'un des défis que nous avons au Niger et même au niveau donc, continental, c'est comment œuvrer effectivement à ce développement d'un véritable leadership enfant sur notre continent. Selon l'analyse de la situation de la femme et de l'enfant de 2011 et même de 2013, nous avons des problématiques qui sont majeures, au nombre de deux si je pouvais me résumer. C'est d'abord la persistance des abus et des violences à l'égard des enfants, mais également la faible capacité des actions de prise en charge. Et je crois que c'est le lieu d'engager davantage Plan Niger. J'espère qu'on a déjà un cadre de travail et à travers ce cadre de travail, vous devez avoir tout ce que vous en aurez besoin selon notre possibilité pour continuer tout ce que vous voulez avoir comme appui et support à votre propre développement. Et ceci au niveau national et au niveau régional, parce que c'est le même plan. On est prêt, on est disponible. Il suffit d'asseoir avec nos collègues, aussi bien avec CONID, et puis on continue tout ce que vous avez comme objectif. Le CCNEJ est une structure qui lutte contre la violence chez les enfants dans 5 milieux, à savoir
La famille, l'école, les établissements de prise en charge non conventionnels et les centres de détention dans le lieu de travail et les collectivités. Du 14 au 16 juillet dernier, les magistrats et les éléments de force de défense et de sécurité de la région de Tawa ont été formés en matière de lutte contre la traite des personnes. Un atelier organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Précision dans cet élément. Dans son discours de clôture de l'atelier de formation au profit des magistrats et forces de défense et de sécurité sur la traite des personnes, organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, le gouverneur de la région de Tawa a souligné les différentes formes d'exploitation de la traite des personnes. La traite des personnes est devenue un phénomène inquiétant, engendrant ainsi des conséquences désastreuses pour les citoyens. Pour barrer la route aux délinquants et assurer une meilleure protection aux victimes, le gouvernement de la 7e République s'est résolument engagé à apporter une réponse efficace à travers la traque et la répression des auteurs d'une part et la sensibilisation et la prise en charge des victimes d'autre part. À son tour, le procureur de la République se prononce sur les lois ratifiées par le Niger relatives à la lutte contre la criminalité. Pour mieux appliquer la loi à un phénomène criminel comme la traite, il faut maîtriser d'abord l'instrument juridique de la répression, le cadre juridique de la répression qui est cette ordonnance que je vous ai citée plus haut. Et aussi, il faudrait que ce phénomène criminel, que les intervenants puissent se familiariser, savoir c'est quoi la traite des personnes et quels sont ces éléments. C'est une infraction comme toutes les infractions, il faut identifier c'est quoi les éléments constitutifs de la traite, quand peut-on parler de la traite, quels sont les indicateurs de la traite et quelle est la procédure à suivre pour arriver à la sanction, la finalité qui est la répression des délinquants de la traite. Cette formation de renforcement des capacités des magistrats et forces de défense et de sécurité n'est pas la première du genre, précise la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. L'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes a programmé un certain nombre de formations pour avoir des experts et des points focaux au sein des 8 régions du Niger. Aujourd'hui, l'intérêt de ces formations pour l'agence, pourquoi on mélange les forces de défense de sécurité et les magistrats? Parce que ce sont nos collaborateurs. Une bonne procédure suppose une bonne collaboration entre la justice et les forces de défense et de sécurité. Lors de ces formations, au-delà de la formation, c'est que nous faisons des échanges sur les difficultés pratiques que nous rencontrons sur le terrain. Cette cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des attestations aux participants ayant échangé sur les différentes communications tout au long de cette formation avec les spécialistes en la matière qui ont sans nul doute approfondi leur connaissance de ces acteurs sur la question de la traite des personnes. Cérémonie de remise des prix hier aux lauréats de la 2e édition du concours de mémorisation du livre saint, le Coran ou Musabaka du groupe Labari. Destiné aux enfants de moins de 10 ans, ce concours s'est déroulé du 5e au 15e jour de ce mois béni de Ramadan. Le temps fort de cette cérémonie avec Nasser Dantofo et Khalidou Bourema. C'est dans les locaux du groupe Labari qu'a eu lieu hier soir la remise des prix aux gagnants de la Musabaka édition 2014 organisée par le groupe Labari. Ils sont au total 10 récipiendaires, dont 5 par catégorie de 1 ISIB, 2 ISIB, sur les 80 inscrits dans la tranche d'âge de 7 à 10 ans à recevoir les prix des meilleurs candidats. La première de la catégorie de ISIB s'en est sortie avec une parcelle, un vélo, 1 gramme d'or, 50 000 francs CFA et divers. Et celle de la catégorie 1 ISIB, un vélo, 1 gramme d'or, 30 000 francs CFA et divers. C'est une Musabaka bien réussie à la satisfaction des organisateurs. Je suis très content de cette cérémonie parce que c'est pour la 2e fois que nous organisons la Musabaka à la radio et télévision Labari. Ce qui fait que nous avons commencé le 5 pour terminer le 14e jour, donc exactement 10 jours pour le concours, et ce qui fut fait et avec succès. Et je profite de vos micros pour remercier vraiment les organisateurs qui sont les marabouts et à leur tech chèque Abbas Ibrahim,
Et je remercie aussi les techniciens du groupe qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur effort pour que ça soit bien réussi. Pourquoi la tranche d'âge de 7 à 10 ans? Nous avons préféré les enfants de 7 à 10 ans parce que Dieu, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux a dit qu'il faut commencer à éduquer son enfant à l'âge de 7 ans. Donc, 7 ans pour que ces enfants aient le minimum pour leur carrière. C'est pourquoi nous avons mis, nous aussi, en concertation avec les marabouts, sur le groupe d'âge 7-10 ans. Parce que c'est ce que le Coran prescrit. 7 ans pour le début, 10 ans, on dit qu'il faut même commencer à taper son enfant sinon ça ne donne pas à la culture islamique. Notez que cette cérémonie a vu la participation de plusieurs invités, parmi lesquels le représentant du groupe Al-Iza, sponsor officiel de cette édition, qui ne cache pas leurs sentiments. C'est un sentiment de satisfaction qui me réjouit. Chez moi, béni, c'était un mois de partage. C'est dans le même cadre que Al-Iza aussi est en train d'encourager et de donner tout ce qu'elle peut à nos enfants musulmans et les encourager à la lecture du Coran. Tout le groupe de Al-Iza est très satisfait d'avoir le logo de Al-Iza dans l'enceinte d'une télé et qui a participé à l'organisation de cette Musabaha. Cette année, grâce aux généreux donateurs, tous les candidats ayant participé à cette lecture et mémorisation du Saint-Coran se sont vus récompensés. Rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour l'édition 2015, certainement avec de nouvelles innovations. Et puis, comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée au point de presse animé ce matin par le syndicat des agents de régulation. Il s'agit d'une mise au point sur certaines accusations d'Homogène à l'endroit de l'ARTP relativement à la pose de la fibre optique par certains opérateurs de téléphonie mobile. Très bonne réception.